Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 mars 2022. Il y a quelque chose, je ne peux pas ne pas vous parler de de terrible, de ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Mais il y avait quelque chose qui m'avait déjà interpellé lors de la pandémie, qui semble être un lointain souvenir. Une horreur chasse l'autre. La pandémie, au fond, aura pavé, ouvert le chemin, déblayé le chemin vers, vers des horreurs supplémentaires, sinon des horreurs aggravées. Et sans doute, ça ne vous avait pas échappé que l'abstraction des morts, les, les 5 millions et plus de morts, d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est 2 fois à 3 fois plus, donc 15 millions de morts, près d'1 million de morts aux États-Unis. 1 million de morts aux États-Unis. Alors toutes ces abstractions font de telle sorte que les morts finissent par ne plus exister. Ça devient des chiffres, ça devient une statistique. Ça devient un truc tout à fait abstrait. Et cette abstraction qui est devenue qui est au cœur de nos esprits, eh bien, font que les morts qui commencent à s'additionner en Ukraine, eh bien, on est déjà préparé par cette abstraction-là, à les recevoir. Et d'abstraction en abstraction, sans doute, on va finir par s'insensibiliser à l'horreur. Ça rentre dans les profits et pertes. Et on fait pas d'omelette sans casser deux. Euh, m'excuserez, monsieur, ce soir, on a eu une soirée de fête, alors je me force un peu pour faire cette vidéo. Mais je suis pas encore fixé si je reste avec vous durant tout le conflit. Parce que c'est clair que les vacances, on n'en aura pas. Un répit, bon, le retour à la normale déjà était assez problématique avec la pandémie. Ce qui est en train de se dérouler, je crains fort que ça soit le prélude à des horreurs encore plus grandes. La pandémie ayant été la mise en bouche, ayant été la préparation. Et je le vois bien sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook, pour ne pas la nommer, j'ai été assez disert, assez laconique sur la pandémie, jugeant n'avoir pas grand-chose à dire et embarquer dans toutes les théories du complot ou passer mon temps à vouloir démontrer que les complotistes euh, annonnaient des bêtises. Je me suis abstenu de ça. Puis cependant, j'ai pas hésité à écrire. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous lire ce soir. Je vais vous lire deux choses. 4 petits commentaires que j'ai faits sur ma page. Peut-être que je vais les commenter, peut-être pas. Et 3 ou 4 petits passages de Simone Veil. Et donc, j'ai quand même dit sur ce coup-là mon indignation, mon horreur, mon chagrin, ma stupéfaction, ma crainte devant ce qui se joue en ce moment en Ukraine. Et là, plusieurs ont débarqué pour m'expliquer le Donbass, euh, la relativisation, raison gardée. Et souvent les mêmes d'ailleurs, c'est ça qui est curieux, les entre guillemets, les pro-Poutine, c'est souvent les mêmes qui ont été des complotistes également. Cette espèce de fascination pour la force et cette fascination aussi pour la pensée objective, la capacité d'abstraction. Je puis concevoir
que l'indignation ne conduit pas à grand-chose si c'est pas accompagné d'actes concrets, si c'est pas accompagné d'engagements concrets. Je peux le concevoir. Mais la relativisation morale m'apparaît comme une tare. Alors, je vais vous lire... je vais vous lire ce que j'ai écrit. Tenez, ce soir, je vais me lire. Vous allez voir que je suis pas à niveau avec l'immense Simone Veil. Vous allez voir le lien avec Simone Veil aussi. Sainte horreur. Je ne suis pas un va-t-en-guerre, pas un pacifiste non plus, et j'ai une sainte horreur de la violence physique. Les intellectuels qui se chauffent les sangs, très peu pour moi. Ce sont très souvent les premiers à déguerpir quand les choses se corsent vraiment. Qu'en est-il aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine? Les Ukrainiens vont se faire massacrer. Les Ukrainiens se font massacrer. Je pense à l'abbé Pierre qui, lors de la guerre en Yougoslavie, réclamait que l'on bombarde les batteries serbes. Les hommes de Dieu ne sont pas toujours de tout repos. L'abbé n'était pas un fin analyste politique, ni un grand stratège sans doute, mais un homme de foi. Et un homme de foi ne peut raison garder quand des innocents, des femmes, des enfants périssent sous les bombes. La guerre qui vient, qui est là, qui plonge ses racines profondément dans le sang des innocents, appartient d'abord et avant tout à la question métaphysique du bien et du mal. Et relativiser le mal, c'est lui offrir l'hospitalité dans notre cœur et dans notre conscience. Les choses comme elles sont. Poutine dit et fait tout ce qu'il pense. Si vous avez la possibilité, parce que vous êtes doté d'une inénarrable objectivité et d'une hauteur de vue comparable à celle d'un aigle, de vous mettre dans ses raisons, eh bien j'en conclus sommairement que vous êtes de son côté. C'est une assez mauvaise nouvelle pour vous. Des vivres et des livres. Nous n'avons plus d'autre recours que les livres viatiques pour désensorceler nos esprits pétrifiés par l'horreur qui vient. Qui sont ces livres? Les prophètes de l'Ancien Testament, Rabbi Jésus, Sade, Dostoïevski, Nietzsche, Freud, Marx, Poe, Baudelaire, Rimbaud. Ils dénoncèrent tous le meurtre, la torture, l'inquisition, la prédation, le vol, le mensonge. Lire en temps de crise. À chacun ses immenses devanciers. Trop souvent, je ne sais trop quoi penser. Et quand je m'aperçois que le diablotin du relativisme agrippe ce qui me reste de cheveux, je me tourne vers les grandes consciences. Consciences qui vont au-delà des idéologies, gauche-droite, n'importe. Qu'aurait pensé Bernanos de ce qui se passe en Ukraine, ou Romain Gary, ou Sartre, ou Camus, ou Simone de Beauvoir? Tout me devient alors plus facile. Il se serait engagé fermement du côté des plus faibles. Alors ce petit commentaire fait sur ma page Facebook a évidemment provoqué quelques réactions, mais deux qui m'ont particulièrement touché. Parce que ce sont deux personnes dotées, en tout cas, qui ont écrit des livres, qui ont écrit des pièces de théâtre, et qui ont beaucoup lu et qui ont beaucoup réfléchi. Et les deux, le nom qui leur est venu spontanément, non pas aux lèvres, mais au clavier, comme grande conscience éclairante, c'est Simone Veil, morte à 34 ans, à Londres.
on dit qu'elle est morte de faim, semble-t-il c'est plus compliqué que ça, qui était une philosophe, une mystique, une théologienne, une penseur d'envergure. Et eux, confiaient-ils au lectorat de ma modeste page qu'elle leur servait de conscience pour passer à travers ce temps de ténèbres, hein, n'ayons pas crainte de le dire. On n'a pas relevé le nom de Bernanos, mais Simone Veil, en 1934, a écrit une lettre à Bernanos, et que Bernanos a conservé toute sa vie dans son portefeuille. Et lettre qui lui a inspiré la lecture des grands cimetières, la lecture des grands cimetières sous la lune de Bernanos. Alors, on n'a pas réagi à cette... Je suis convaincu que Bernanos aurait eu des mots très durs à l'encontre de ceux qui expliquent la crise, de ceux qui justifient le comportement. Sans doute de grands analystes, mais j'aurais envie de dire, comme je le pense, des fruits secs. Je serais curieux de savoir comment ils mènent leur vie personnelle, ces gens-là. Romain Gary qui n'a pas hésité à s'engager dans la résistance. Le nom de Sartre a provoqué les habituels lieux communs. Sartre est l'objet d'une détestation quasi universelle. Sartre a eu beaucoup de courage. Pendant la résistance. Il a tenté, ce sont des cris de joie, peut-être vous ne les entendez pas, mais ce sont des cris provenant de la rue, mais entrecoupés d'éclats de rire. Alors, voilà, la joie féroce. Alors, Sartre, oui, s'est engagé un peu dans la résistance. Et finalement, bon, les véritables résistants qui risquaient leur vie physique, ben, ils jugeaient qu'il était mieux de rester à écrire. Il a joué les mouches en 1943 devant un parterre, devant les dignitaires nazis. Une pièce dénonçant l'occupation. Les dignitaires nazis n'y ont vu que du feu. Mais le public, lui, avait compris l'allégorie, avait compris qu'au fond, Sartre offrait une pièce de résistance. Chacun avait compris le second degré, le troisième degré. Là où Sartre a eu un courage de lion, c'est d'avoir soutenu l'indépendance de certains pays africains. Et évidemment, l'inique et monstrueuse guerre d'Algérie. Les intellectuels africains et les intellectuels maghrébins reconnaissent l'importance, ce qu'on appelle les African Studies, entre autres, reconnaissent la dette qu'ils ont à l'encontre de Sartre. Je vais rajouter Camus qui est évidemment le portrait du juste, toujours pondéré, toujours mesuré, mais je suis certain également que Camus aurait eu des mots très durs, n'aurait jamais justifié l'intervention des troupes de Poutine en Ukraine. Et Simone de Beauvoir à elle, toute seule, qui a eu des tombereaux d'injures à la suite de la publication du Deuxième Sexe, la révolution féministe, qui est toujours en cours, qui est peut-être la révolution la plus nécessaire qu'il y a eu, en tout cas peut-être dans toute l'histoire de l'humanité. C'est pour ça le plaisantin de Zemmour qui a répliqué avec une espèce de pamphlet, le premier sexe, avec des lieux communs, c'est inimaginable. Et elle aussi, elle a eu le droit, en tout cas toujours sur ma page, à des commentaires peu amènes. Alors moi, je me retourne, je me dis, bon, comment aurait-il réagi? Bon,
Gary, sans doute, aurait voulu avoir un avion, puis aller pilonner les positions russes. Sans doute. Même si lui-même était d'origine russe. Sartre, c'est clair, aurait agi aussi. Alors, puisque nous sommes dans Simone Veil, je vais vous lire 2 ou 3 petits passages tirés de ses œuvres publiées dans Quarto. Et l'un des intervenants sur ma page nous invitait à lire sur la guerre et le pouvoir. Peut-être que je vais y revenir. Mais moi, ce qui a attiré mon attention, Simone Veil, je peux vous confier, je la méconnais. Je n'ai pas assez lu. Et c'est une écriture pure, une écriture cristalline. Ce désir, je vois que dans cet ouvrage-là, il y a Lettre à Joël Bousquet. Une écriture, le désir d'être compris, le désir de toucher. Elle parle de la lecture ici. 2 passages sur la lecture. Lecture. De même que dans un morceau de pain, on lit une chose à manger et on y va. De même, dans tel ensemble de circonstances, on lit une obligation et on y va. On va d'autant plus vite et plus droit que l'on a lu plus clairement. On lit d'autant plus clairement qu'on apprend mieux ce langage. Il y a dans tel endroit des indications par image et d'autres imprimées. Celui qui ne sait pas lire suit les indications des images. Celui qui sait lire obéit aux directives imprimées et ne regarde même plus les images. Ainsi pour le désir et l'obligation. La lecture implique par elle-même un transfert d'énergie, réflexe conditionné. Celui qu'un désir pousse à une mauvaise action et qui résiste a le sentiment d'être poussé vers la mauvaise action et n'a pas conscience de l'énergie attachée au sentiment du devoir. Mais s'il essayait de faire la mauvaise action, il sentirait une résistance à vaincre. C'est pourquoi, dans une vie orientée vers le mal, le bien apparaît comme tentation. Faust de Marleau, Gilles. Allusion probable à la tragédie historique du docteur Faust de Christopher Marlowe, Gilles de Rais, compagnon de Jeanne d'Arc, maréchal de France, exécuté pour de multiples crises. Alors vous entendez comme cette notion-là que je ne sais pas si Poutine qui commet horreur sur horreur, hein, je veux dire, c'est un flot roulant d'abomination qu'il exécute. Est-ce que la tentation du bien le saisit, le taraude, la grippe? Est-ce que il y a une part en lui, une part, peut-être l'obligation, les lectures d'obligation? Est-ce qu'il y aurait une obligation là, qui le... Que se passerait-il si demain matin, par exemple, il disait simplement « J'ai eu tort, j'arrête, je rentre chez moi, je vous demande pardon », comme dans les grands romans de Dostoïevski. Eh bien, sans doute, en une phrase, toute la grandeur du peuple russe serait restaurée. Et peut-être ça serait un geste, mais chacun a admis, même ceux qui sont du côté du bien, chacun a admis l'impossibilité de reculer. Comme si chacun connaissait cette inclinaison à la fois au mal et cette inclinaison orgueilleuse qui nous empêche de rebrousser chemin alors que nous en avons la possibilité. La rédemption. Pourtant,
on rêve tous que c'est possible. On rêve tous, on a tous subi des offenses, plus ou moins importantes dans notre existence. Et on a tous rêvé d'entendre « Pardonne-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. » Et pourtant, nous ne l'avons jamais entendu et probablement nous ne l'avons jamais dit à personne également. Alors on ne s'étonne pas que Poutine ne reculera pas. On connaît ce mouvement, on connaît cet élan vers le pire, dit Sioran. L'attention devrait être l'unique objet de l'éducation, aussi dans l'apprentissage. Alors ça, c'est tiré de l'expérience de Dieu, les cahiers 6. Ce que je m'aperçois, c'est que je comprends très bien que les deux lettrés qui ont commenté sur ma page aujourd'hui, je saisis très bien la nécessité d'aller boire à cette eau très pure qu'est la pensée de Simone Veil, et dont la pensée et les actes ne formaient qu'un. Alors, la question que vous pouvez vous poser, qu'est-ce que ça signifierait aujourd'hui, lire en temps de crise? Et est-ce que, pour un croyant, la prière a un effet? Pour Simone Veil, c'est clair, la prière a un effet, a un effet concret dans l'existence. C'est Baudelaire qui disait que c'est une opération mentale magique. Ça modifie le cours des pensées. Et même s'il n'y a personne au bout pour recevoir nos prières de demande, qui est la forme la plus achevée de la prière, lire pourrait s'apparenter à une forme de prière. Et je pense que dans cette espèce d'époque enténébrée, dans cette espèce de cauchemar assez terrible, eh bien, tournez-vous vers les grandes consciences. Arrêtez de réfléchir par vous-même. Allez trouver les intercesseurs. Arrêtez de vous faire une opinion sur ce conflit-là. C'est pas difficile à comprendre. Poutine fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Il est d'une parfaite clarté. C'est clair comme de l'eau de roche, mais une eau de plus en plus lourde du sang des innocents, une eau rougie par le sang des enfants. Je sais, je l'entends déjà, oui, il y a eu plein de massacres ailleurs. C'est une manière de ne pas voir les massacres en cours, dont nous sommes tous témoins. Alors lire en temps de crise, lire vraiment, avec attention, pourrait s'avérer non seulement d'une extrême nécessité, mais peut-être même d'une extrême utilité. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, Pierre B, voilà. Je pensais à toi aujourd'hui parce que j'étais content de savoir que tu m'écoutes, hein, tous les soirs, bien sûr. Pierre B, que vous connaissez, que vous avez vu apparaître à quelques reprises dans ces vidéos, on va en faire quelques-unes, là, lui et moi, sur Henri Miller. Hein, on avait parlé de June à l'été avant de partir en France. June qui a été... qui a fait de lui un écrivain, au fond. Mais j'ai lu il n'y a pas si longtemps, que Miller s'était à faire
n'écrirait pas. Il a dit ça quand il avait atteint l'âge de, je pense, 70, 75. Que s'il avait à revenir sur Terre, il se contenterait de vivre l'existence la plus humble et la plus obscure possible. Qu'il n'écrirait pas, il ne chercherait pas à être connu, ne chercherait pas à se réaliser, à être simplement. Comme c'est dur d'être simplement. Alors Pierre a proposé également qu'on discute ensemble de cet autre immense écrivain qui est Blaise Cendrars, qui continue, Blaise Cendrars, on continue de lire Blaise Cendrars. Il renouvelle son lectorat. Et Simone Veil et également, les livres de Simone Veil se vendent toujours bien. Il y a toujours des lecteurs de Simone Veil. Ce désir d'enracinement. La grâce et l'enracinement. Allez, je vous remercie d'être avec moi. Et à demain en tout cas, c'est sûr que demain je suis encore là. Je suis pas encore fixé. Est-ce que je vais aller... mais c'est possible que d'ici quelques jours, il y ait un cessez-le-feu. Mais là, les Russes semblent tellement déterminés. Et puis les Chinois, contrairement à ce qu'on dit, les Chinois ne sont pas en train de les larguer. Les Chinois, au contraire, les appuient de plus en plus. Et puis les Indiens aussi, ça commence à être compliqué. Le bloc occidental est environné d'adversaires qui éprouvent à l'égard du bloc beaucoup de ressentiment. La liste de nos crimes serait assez longue et on voudrait nous en faire payer le prix. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuples en veulent. Mais à l'intérieur de nos sociétés occidentales, beaucoup blâment l'homme blanc, caucasien, chauve, à lunettes, étant responsable de tout ça. Et ça aussi, c'est des assez mauvaises nouvelles qu'à l'intérieur de nos sociétés, on nous rende responsables de tout. Alors on s'approche du moment où peut-être on va être le mâle blanc caucasien va être le grand responsable de toute la dévastation planétaire. Voilà où nous en sommes en ce 4 mars 2022 sur la planète Terre. Merci et à demain.